Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. À la une, la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. Ce 27 avril, l'occasion pour le conseil départemental d'inaugurer l'exposition intitulée « C'est notre histoire » à découvrir dans l'enceinte du siège à Mamoudzou. Il sera fixé sur son sort le 3 mai prochain. Quelle sera la sanction du maire de Chirangui poursuivi par la justice pour détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt? Compte rendu d'audience dans ce journal. Et alors que les forces multiplient à l'approche de l'Aïd, à Sada, des femmes ont décidé de se réunir ce mercredi pour une vente privée. La première édition, il y a un mois, avait réuni une quinzaine de commerçantes, un chiffre en hausse cette fois-ci, une vente de femmes pour les femmes uniquement. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Ce mercredi 27 avril, c'est la journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. L'occasion pour la collectivité, en collaboration avec la direction des archives départementales et la documentation scientifique, de proposer au public une exposition intitulée « C'est notre histoire ». Exposition visible dans l'enceinte du conseil départemental et retraçant l'histoire de l'esclavage et ses héritages du 15e au 20e siècle. Shafika Salimkou, Youssouf Ahmed Matoir. C'est une exposition qui se veut pédagogique. Une exposition avant tout nationale, faite par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, mais enrichie cette année par un panneau exclusivement consacré à la traite négrière à Mayotte. Cette exposition elle est visible d'abord ici au conseil départemental et puis à partir de là, elle pourra tourner dans tout Mayotte, notamment dans les établissements scolaires. Il faudra en faire la demande aux archives et elle pourra tourner ailleurs aussi, pas seulement dans les établissements scolaires, mais ailleurs aussi. Contrairement à d'autres îles, il reste très peu de traces visibles témoignant de cette période sombre de notre histoire sur l'île. Raison pour laquelle le conseil départemental prend le sujet à bras-le-corps. Non seulement il y a très peu, mais je pense qu'ils ne sont pas assez valorisés. Il est de notre devoir au département de les valoriser encore beaucoup plus, de communiquer sur ces monuments et surtout travailler, comme je disais tout à l'heure, encore plus pour que nos jeunes, nos enfants nous connaissent leur histoire. Les archives départementales travaillent depuis plusieurs années sur ce domaine, sur ce sujet plus spécialement. Et on va continuer à travailler encore plus en collaboration aussi avec le rectorat pour que nos jeunes connaissent leur histoire, pour que les gens puissent mieux se respecter. Le conseil départemental et les services de l'État, côte à côte pour un dépôt de gerbes, le devoir de mémoire doit être indispensable et collectif. Il y a quand même un gros travail qui est mené et moi je pense que cette histoire à Mayotte mais aussi sur l'ensemble du territoire français a vocation à être mieux connue, mieux appropriée, une histoire par définition extrêmement douloureuse, donc ça prend du temps, mais ce processus est en cours et me paraît inéluctable. En 2001, la loi Taubira a reconnu la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, une position que seule la France a adoptée. Et faire en sorte que ce pan de l'histoire, aussi lourd soit-il, reste dans la mémoire collective, celle de la jeune génération. L'objectif aussi de l'éducation nationale qui a sollicité les archives départementales ce lundi au collège K2 de Kaweni pour des ateliers autour de l'esclavage. Ateliers suivis par Shafika Salimkou et Youssouf Ahmed Matoir. L'ambiance est studieuse. Par petits groupes, les élèves se penchent sur la traite négrière selon 3 thèmes. La traite et l'esclavage dans le bassin océan Indien, les conditions de l'esclavage à Mayotte et l'abolition en elle-même. Très important de contextualiser l'enseignement en histoire, en géographie et dans d'autres disciplines pour que, évidemment, au-delà des enseignements fondamentaux et généraux et de la culture française que tout le monde doit avoir, il est important aussi que nos élèves aient conscience de leur propre histoire, de leur propre culture, de ce qui est arrivé sur le territoire. Des élèves curieux et qui retiennent l'essentiel des informations données. Ils ont comme support les archives départementales, une façon de les pousser également à s'intéresser à cette institution. On doit savoir qui était dans notre île là, quand on était comment, quand avant on était comment, on nous traitait comment. Mais on doit savoir tout ça parce que on doit savoir les esclaves quand ils étaient pris en Afrique. Les Arabes, ce sont eux les premiers commerçants qui ont amené les esclaves à Mayotte. Mais
ils étaient en train de faire ça illégalement, car Mayotte était une île non découverte. La première fois que les Français ont découvert que Mayotte était une île, ils sont entrés et vu l'esclavage qui était construit. Alors, ils sont entrés à Mayotte et ils ont tout reconstruit. Pour le responsable de la communication aux archives départementales de Mayotte, qui est par ailleurs historien et conférencier, ce travail fourni sera, quoi qu'il en soit, bénéfique pour les élèves. Je pense qu'ils vont repartir d'ici avec des connaissances qu'ils n'avaient pas en y entrant. Avec des mots, un vocabulaire qui est tout le temps utilisé par les Mahorais et les sociétés d'Afrique de l'Est d'une manière générale, mais que les personnes qui ne se sont pas intéressées à cette question d'esclavage ne perçoivent pas forcément le sens de manière immédiate. Mais là, on leur a donné les outils pour qu'ils puissent se saisir de cette question et la comprendre surtout dans notre société. La question de l'esclavage souffrirait de déni dans notre territoire. La nouvelle génération est donc poussée à mieux connaître le passé afin de mieux construire l'avenir. Et on poursuit ce thème avec vous, Alain Kamal Martial. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes auteur, dramaturge, écrivain, metteur en scène. Vous aviez déjà traité dans vos écrits cette période sombre qu'est l'esclavage. Ici à Mayotte, vous avez suivi avec grand intérêt ce reportage et aussi ce que disaient ces jeunes. Qu'est-ce que cela vous inspire pour commencer ? Alors, je suis surtout chercheur. Donc, je travaille beaucoup sur cette thématique depuis une vingtaine d'années. Et c'est vrai que j'ouvre une porte à travers la scène pour restituer mes recherches. Après autant d'années de travail, évidemment, je suis aussi les travaux de l'UNESCO. Donc, depuis 2018, c'est ce qui est important à souligner ce soir, l'approche de la commémoration et l'approche de l'étude de la recherche autour de la traite a beaucoup évolué. Et justement, par exemple, vous dites justement que commémorer aujourd'hui n'a pas le même sens qu'avant. Pourquoi vous dites cela ? Parce qu'on a constaté qu'on était dans l'erreur. En parlant d'esclaves et d'esclavage, on donnait cette impression qu'il y a une identité humaine qui pouvait se résumer à l'esclave. Par exemple, le Makua, quand on l'évoque, on a tout de suite cette idée que c'est un esclave, c'est-à-dire c'est son identité. Or, l'esclavage est un phénomène, c'est une imposition, c'est une sorte de, une appropriation de l'identité d'une personne, une privation de sa liberté. Donc, l'UNESCO demande qu'on utilise désormais le terme d'esclavagiser pour remplacer esclave et d'esclavagisation pour remplacer l'esclavage. Donc, on devrait très prochainement, j'espère, parler de la commémoration de l'esclavagisation. Et ce terme apporte aussi une autre approche de la recherche. Regardez, on parle souvent des archives, on parle des données, des chiffres, des documents qui sont des apports des puissances qui réduisaient d'autres populations dans la situation de l'esclavagisation. Mais très rarement, on va parler de l'autre côté, c'est-à-dire des sociétés d'où viennent les esclavagisés, de leur patrimoine là-bas, ou bien des sites qui sont les sites qui marquent l'histoire. Donc l'UNESCO revendique et consigne dans les travaux une étude des territoires. Et on va parler des espaces patrimoniaux. Le travail que nous faisons, par exemple, autour de la population Makua, si vous allez dans notre région, vous avez au Mozambique, en Tanzanie, au Malawi, mais à Madagascar aussi, à Mayotte, dans l'Union des Comores, Kilwa, Zanzibar. Vous avez... Justement, en parlant de Mayotte, il y a cette date quand même aujourd'hui, le 27 avril, une date qui est quand même controversée par les historiens parce que certains disent qu'elle ne correspond à aucun événement ici à Mayotte. Nous dit par exemple Mlaili Kondro qui lui est chercheur en sciences du langage. Vous êtes d'accord avec lui ou vous avez une autre vision ? Il y a du sens. Le docteur Absalam Bako, par exemple, revendique que le 9 décembre soit la date commémorative à Mayotte. Il a raison. Mlaili a aussi raison. Par contre, qu'est-ce qui se passe avec le 27 ?
Et c'est là où Mayotte n'a pas pris position. Le 27, c'est le 27 avril 1848, c'est le décret Schœlcher. Donc Mayotte s'est positionné dans un sens plutôt global, pas autour de la réalité de la traite à Mayotte. Parce que même si on va vers le 9 décembre, qu'est-ce que le 9 décembre abolit à Mayotte? Voilà, du décret. Quel esclavage le 9 décembre abolit à Mayotte? C'est la question qu'il faut poser. Ce n'est pas l'esclavage commercial, la traite occidentale. Le 9 décembre abolit la traite arabe, swahili. Donc là aussi, voilà, il y a beaucoup à dire. C'est pour ça qu'il y a tout un travail qui doit revoir un peu ce que nous avons proposé jusque-là pour renouveler à la fois l'approche et la pensée sur la traite. On l'a compris, il y a beaucoup à dire, un sujet très passionnant. Merci Alain Kamal Martial d'être venu sur ce plateau nous parler donc de cette période. Revenons à présent sur le procès hier du maire de Chirangui, beaucoup commenté sur les réseaux sociaux. Andanouni Saïd et certains de ses proches seront fixés sur leur sort mardi. Andanouni Saïd poursuivi, on le rappelle, pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt, entre autres chefs d'accusation. Compte rendu d'audience avec Alda Lidier Farousseni. Il est 19h lorsqu'Andanouni Saïd et ses proches peuvent enfin rompre le jeûne. Après 8 heures d'audience, le maire de Chirangui ressort avec une épée de Damoclès sur la tête. Il faut dire que les réquisitions du procureur envers lui sont particulièrement sévères. Le parquet demande à ce qu'il soit immédiatement démis de ses fonctions, ainsi qu'une peine d'inéligibilité de 10 ans, assortie à 1 an de prison ferme et 30 000 € d'amende. Je n'ai pas l'impression d'avoir été sévère. Le tribunal appréciera si les réquisitions que j'ai pu faire étaient conformes à la même, enfin, correspondaient à une interprétation de la gravité des faits qui était juste. Donc, ils peuvent même me dépasser dans les peines. Hein. Donc, voilà, moi, ce sont les peines que j'aurais prononcées si j'avais été juge. Vous estimez que c'est sévère, d'autres les trouveront trop légères. Lors de ce procès, le maire de Chirangui a dû répondre à 10 chefs d'accusation pour prise illégale d'intérêt notamment. Il aurait recruté sa fille, sa sœur et son ami sans publication de poste. Il aurait aussi bénéficié de voyages financés par la mairie et de commandes sans appel d'offres à hauteur de centaines de milliers d'euros, ce qui lui vaut aujourd'hui des accusations pour détournement de fonds publics. Pour son avocate, les peines demandées par le procureur sont disproportionnées par rapport aux faits reprochés à Andanouni Saïd, un maire mal conseillé et qui, selon elle, ne maîtrise pas les procédures légales. On n'est pas du tout dans un dossier où on pouvait s'attendre, où on pouvait effectivement comprendre des réquisitions telles que celle-ci. Alors, ce n'est pas la décision qui sera rendue et je l'espère sincèrement parce que c'est complètement disproportionné. Effectivement, on demande non seulement une peine complémentaire d'inéligibilité, mais aussi son exécution provisoire. C'est-à-dire démettre immédiatement le maire de ses fonctions, c'est inadmissible. Le sort du maire de Chirangui sera connu mardi et c'est l'avenir de toute une commune qui se joue au tribunal. Au programme ce soir sur votre antenne, Kalawadala à partir de 20h. Après la présidentielle, quel bilan, quelle perspective? C'est le thème abordé ce soir par Siti Daroussi et ses invités, à savoir Madi Bonamani Madi Marie, coordinateur d'Agir pour la droite constructive, Saïd Ali Bonahamissi pour le RN, Sidi Amadamidou pour les LR, enfin Omar Simba, représentant de la France Insoumise. Ce dernier sera d'ailleurs l'invité de la matinale radio demain. Ce qui nous emmène au premier déplacement d'Emmanuel Macron depuis sa réélection. Le chef de l'État était ce matin dans le Val d'Oise à Cergy à la rencontre d'habitants et de commerçants. Et le lieu n'a pas été choisi au hasard. Cergy avait largement élu au premier tour plébiscité, en tout cas Jean-Luc Mélenchon. Il est clair que la conquête a commencé pour les législatives. Julien Nény, Anne Bourse, Annie Triboire. Pour son premier déplacement de président réélu, Emmanuel Macron a choisi une ville symbole, Cergy, dans le Val d'Oise, où 76% des électeurs ont voté pour lui face à Marine Le Pen. Et félicitations, parce que vous avez eu un quinquennat très difficile. Et vous avez la stature. Mais au premier tour, c'est bien Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé largement en tête ici, 48% des voix, 2 fois plus que le chef de l'État. Alors en fin de matinée, c'est visibilité et financement de la diversité. Quelques huées ont aussi escorté l'arrivée d'Emmanuel Macron sur le marché, dans un quartier populaire de la ville. Objectif du jour pour le président, se montrer sur le terrain dès le début de ce nouveau mandat.
La jeunesse, c'est l'avenir, monsieur Macron. Vous ne pouvez pas ne pas la prendre en compte, cette jeunesse. Pourquoi vous pensez que je suis là? Voilà. Oui, mais il ne faut pas que ça soit juste pour les images. Mais moi, je un suis engagement pas... concret derrière, je suis plus en élection, avec des vous savez. associations. Nous, on attend vraiment des choses concrètes. Dans ces quartiers-là, ils n'ont jamais rien fait. C'est très important qu'ils viennent sur le terrain et qu'ils puissent venir s'imprégner de ce qui se passe dans notre circonscription, dans notre ville. Et c'est bien qu'ils sortent de l'Elysée. Avec ce premier déplacement sur une terre de gauche, Emmanuel Macron lance aussi symboliquement la bataille des législatives en attendant la composition de son nouveau gouvernement. Et ce mercredi, nous avons appris la disparition de Bernard Ponce, l'ancien ministre des Outre-mer, numéro 2 du RPR et compagnon de route de Jacques Chirac, s'est éteint à l'âge de 95 ans dans son village d'Aigues-Mortes dans le Gard. Bernard Ponce, c'est une longue carrière politique avec des postes clés au sein du parti gaulliste. Il a participé à plusieurs gouvernements et était également venu à Mayotte dès la fin des années 80. La Commission européenne ne veut plus de substances chimiques contenues dans les couches, les emballages ou encore les jouets. Elle a décidé de s'attaquer au problème. Et si certaines de ces substances chimiques pourraient être interdites d'ici 2030, d'autres le seraient dès l'an prochain. Ce projet colossal devrait engendrer sans aucun doute un bras de fer avec les industriels. Margot Sobra-Gomez, François Dérault. Elles nous empoisonnent à petit feu. Pourtant, nous les utilisons tous les jours. Des substances chimiques toxiques, il y en a des centaines dans notre intimité. Nos dentifrices, nos cosmétiques, nos produits d'entretien. La Commission européenne veut faire le grand ménage et interdire d'ici 2030 des milliers de produits toxiques. Tout en haut de la liste noire de Bruxelles, on retrouve les polluants dits éternels parce qu'ils persistent très longtemps dans nos organismes et dans l'environnement. Et ceux-là, on les retrouve beaucoup dans nos cuisines, notamment sur les revêtements de nos poêles et dans les films alimentaires. Autre famille de polluants en ligne de mire, les PVC. On les trouve entre les mains de nos enfants, dans les jouets, les articles gonflables. Ils sont très peu recyclables et on les soupçonne de provoquer des cancers. Dans le viseur de la Commission européenne, il y a aussi les retardateurs de flammes. Ces substances chimiques très présentes dans l'industrie, notamment du mobilier. Il y en a dans les mousses de nos matelas, de nos fauteuils, de nos canapés. Il y en a aussi dans les circuits électroniques de nos appareils pour empêcher qu'ils ne prennent feu. Les autorités sanitaires considèrent que ce sont des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire qu'ils peuvent endommager notre système neurologique et reproducteur. Souvent accusés d'être éloignés des préoccupations des citoyens, les commissaires européens ont détaillé leurs plans, objets à l'appui, pour interdire plusieurs milliers de substances, y compris pour les produits importés en dehors de l'UE. Les associations de protection de l'environnement se félicitent de cette feuille de route, mais redoutent les pressions extérieures. On connaît l'influence des lobbies privés ou l'industrie chimique à Bruxelles. Il est vraiment important que la Commission tienne le cap, que les États membres, dont la France, soutiennent ce genre de mesures pour protéger les populations et l'environnement. La chimie est le 4e secteur industriel en Europe. Il représente à lui seul plus de 3 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En retour à Mayotte, direction Sada pour parler d'emplettes avant l'Aïd, de l'art de la table en passant par les draps, rideaux, vêtements ou encore chaussures. À Sada, quartier Komojou, une vente privée à destination des femmes uniquement était organisée ce jour. Cette session 100% féminine a réuni une vingtaine de commerçantes et un homme pour les images, Fahar Hosseini. Il était accompagné d'Ilona Youssoufa. Dès l'entrée, le ton est donné. L'accès est interdit aux hommes. La foire est tenue par des femmes et pour les femmes uniquement, une formule qui semble plaire aux clientes. Ce sont des jeunes femmes musulmanes qui portent le voile, mais qui sont aussi actives. Donc comme elles sont actives, elles sont entrepreneurs. Donc elles ont voulu mettre en place ce concept pour pouvoir vendre leurs marchandises, permettre aux femmes de se voir, faire leurs courses, échanger entre femmes. Donc moi ça ne me dérange pas du moment où je trouve ce que je veux. Moi je trouve ça très sympa et puis ça te permet de se retrouver entre femmes aussi et là ça tombe bien, c'est un jour férié et puis des personnes qui n'ont pas forcément eu le temps d'aller faire quelques petites courses avant l'Aïd, moi j'ai eu le temps de faire mon henné avant le jour J. Le henné justement c'est Priscilla Henry qui le lui a fait. Exposante, elle est également à l'initiative de cette foire.
L'envie de se retrouver entre femmes, en fait. Comme vous voyez, c'est neutre. Il n'y a pas de Coran, il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. C'est juste se retrouver entre femmes et exposer ce qu'on a. Ça aide certaines femmes, parce que bon, vous le voyez peut-être pas, vous le savez peut-être pas, mais il y en a qui sont un peu plus dans l'ombre. Il y en a qui sont même peut-être dans le besoin. Cette deuxième édition réunit 24 exposantes, du textile au cosmétique en passant par la décoration. Les produits sont vendus par des entreprises et des associations. Je fais partie d'une association qui s'appelle Les Orphelins du Monde, qui se situe à Creil. Je suis juste là pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Ce mercredi, l'affluence était au rendez-vous à Sada. Faire des achats sans la présence masculine, le concept a fait des adeptes. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain 13h, Siti Darossi pour l'info de la mi-journée. Mais tout de suite, la météo, on se retrouve juste après pour le journal en Morée. Très belle soirée à vous sur La Première.